On repart donc, et on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Donc le choc géopolitique, double choc géopolitique, est-ce qu'on monte en intensité, à ton avis? Donc en fait, il a démarré avec la guerre ukrainienne. Est-ce qu'on monte en intensité avec ce qui est en train de se passer au Proche-Orient? Moi, je pense que la dégradation des relations internationales remonte à une vingtaine d'années déjà. À partir du 11 septembre, on a vu qu'il y a un certain nombre de think tanks américains qui mesurent ça, que la violence politique internationale s'est mise à reprogresser, alors qu'il y avait eu une formidable amélioration après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique en 91. Donc il y a eu une dégradation, et cette dégradation s'est manifestée aussi par une hausse des dépenses militaires, par exemple, une montée de l'incertitude géopolitique chez les investisseurs, chez les décideurs. Donc, c'était antérieur. Moi, je veux insister sur le côté multifactoriel de cette histoire. C'est-à-dire que tu dis effectivement, Afghanistan, l'Afghanistan nous ramène au Proche-Orient, on se dit c'est le nœud essentiel. Ben non, il y a aussi la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a surtout, si tu te mets effectivement dans une perspective à 20 ans, ben, il y a surtout les tensions internes aux États. Les retours des populismes, les retours des frontières, enfin, bref, une sorte quand même de tension, voire de violence, tout le concept de décivilisation là, que je trouve très intéressant, qui n'est pas seulement qu'en France évidemment. Tout ça, en fait, j'ai l'impression, produit le climat dans lequel on est aujourd'hui. Et pour revenir à l'Occident, revenir à nous, l'Europe et les États-Unis principalement, nous sommes attaqués à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, si je puis dire. Exactement. À l'intérieur, parce que les démocraties sont quand même assez impuissantes face à un certain nombre de problèmes. Je pense en particulier à l'immigration, qui n'a pas été gérée pendant plusieurs décennies et dont on subit quand même pas mal de conséquences. Il y a une impuissance plus générale là également, parce que les États ont délégué leur pouvoir aux cours suprêmes, au Conseil constitutionnel. Il y a le poids du lobbying, le poids du corporatisme, le poids de toutes les minorités actives. Dido, attends, tu nous ferais pas un peu la campagne de Laurent Wauquiez là, parce que, enfin, si Laurent Wauquiez dit ça, d'accord. Il dit ça. Non, ça m'intéresse sur l'ensemble des instances supranationales ou de contrôle de l'activité économique. Bien sûr, notamment les instances européennes, qui sont pas très claires d'ailleurs sur le djihadisme, soit dit en passant. Enfin, il y aurait des choses à dire là-dessus. Et puis les minorités actives qui sont très 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 puissantes. Mais tu dirais la même chose de nos cours constitutionnels, de notre Conseil d'État, l'immigration. Enfin, non mais vas-y Jean-Pierre. La politique d'immigration était en large part déterminée par le Conseil d'État. Et notamment qui joue un rôle de contrôle de la Constitution comme le Conseil constitutionnel, mais par d'autres biais, et notamment la Régistie à la fin des années 70. Donc oui, absolument. Ça a été un point de blocage, et ça a vraiment tétanisé la plupart des politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et on en subit en large part les conséquences. Tu penses que c'est le cœur aujourd'hui de ce... Bah oui, c'est pour ça, tu vois, c'est pas le cœur de ce sujet de décivilisation, de tension, etc. Enfin, quand on traverse la crise des Gilets jaunes, personne ne parle d'immigration. Le sujet, il est bien plus fondamental, autour des victimes de la mondialisation, autour de la désindustrialisation, autour de la repère totale de... J'aurais pu en parler, mais je trouve qu'au niveau de l'immigration, on en a beaucoup parlé à cause de la crise migratoire, qui va revenir au fur et à mesure du temps. Ça, c'est la crise migratoire, on va en avoir pour des décennies. Il suffit de tracer les courbes démographiques en Afrique et au Moyen-Orient et en Europe, et tu as tout de suite compris du point de vue historique. C'est pour ça que j'en parlais. Mais je peux parler aussi de désindustrialisation, de la frustration des classes moyennes. Mais bien sûr, etc. C'est ça le sujet quand même, Jean-Pierre. Tout ça affaiblit les démocraties. Et ce qui amène Trump, qui est un facteur de tension géopolitique considérable, c'est pas l'immigration. Pas une seconde. C'est la crise des Appalaches, c'est la désindustrialisation, c'est le malheur profond de la Rust Belt. C'est ça qui... Oui, mais le malheur profond de la Rust Belt, comme tu dis, peut trouver un écho dans les... Il peut. Le problème, mais c'est pas le cœur du truc, Jean-Pierre. La campagne faut faire gaffe à des histoires de bouc émissaire, quand même. Ah, mais je cherche pas de bouc émissaire. Moi, je dis qu'il y a un problème, et on voit bien, d'ailleurs, dans les réactions des politiques européens ou des politiques français, qu'il y a vraiment un aveu d'impuissance totale par rapport à la crise migratoire. Et ça, c'est un vrai sujet. Les grands chocs migratoires sont des chocs
dans l'histoire longue, sont des phénomènes extrêmement challenging pour les nations. On est d'accord. Voilà. Oui, et il ne faut pas le traiter à la légère. Ouais, et dans la campagne de 2016, et tu l'oublies peut-être, la campagne de 2016 aux États-Unis, et sur Brexit, l'immigration était le premier sujet. Tu me diras, ça n'a rien à voir avec la choucroute, peut-être, mais il n'empêche... Ça n'a rien à voir avec la choucroute parce que c'était justement pas le même type d'immigration. C'est ça qui est intéressant. Oui, le problème du Brexit, c'était les Polonais. Non, eh ben oui, mais t'as pas un problème d'identité avec les Polonais. Ou alors je comprends plus rien. Ah bah, y a plusieurs problèmes. Il y a d'ailleurs pas que l'Europe de l'Est qui était mise en avant. N'oublie pas que 2015, c'est l'année où Angela Merkel ouvre les frontières. Ouais. Donc en 2015-2016... Schaffendas, c'est ça. Schaffendas, tu parles. On va y arriver, hein. On va y arriver, disait Angela Merkel. Combien de fois je l'ai critiqué ça là-dessus, voilà. Tu étais visionnaire. Et donc, non, mais peu importe. Mais j'ai envie de dire... Mais non, pas peu importe, Jean-Pierre. Peu importe, si tu veux régler un problème, il faut faire le bon diagnostic. Oui, mais tu as des frustrations croissantes dans nos sociétés. Et donc, tu n'empêcheras pas les gens, même s'ils voient que dans les pays dits autoritaires, non démocratiques, ça marche pas forcément beaucoup mieux que chez nous. Peu importe, tu auras toujours la nostalgie de l'homme fort, des décisions rapides, de l'absence d'atermoiement ou de soumission aux pressions démocratiques, des manifestations, des grèves, des lobbies, etc. Tu auras toujours une attirance pour l'homme fort, pas pour l'idéologie. On n'est pas dans une période où on a des idéologies totalitaires comme dans les années 30, avec le national-socialisme en Allemagne et le marxisme-léninisme en Union soviétique. Tu n'as pas de projet global messianique, mais tu as une tentation de l'homme fort. Et c'est pour ça que tu as des gars comme Poutine, Erdogan, Xi Jinping, etc. Comment les démocraties finissent, pour citer un titre célèbre, moi je l'entends depuis 40 ans. Le sujet, c'est quand même qu'à un moment, avec une situation économique à peu près solide, c'est pas la démocratie qui s'est effondrée, c'est bien l'Empire soviétique qui s'est effondré. Je suis d'accord. Donc, mais par rapport aux espoirs qui ont été formulés justement après l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, nous sommes en recul. Et d'ailleurs, les think tanks auxquels que je mentionnais tout à l'heure démontrent aujourd'hui une perte de la profondeur démocratique, déjà en nombre, et puis en population, c'est devenu archi minoritaire. Tu veux dire les pays dont on peut dire que la Constitution est pleinement démocratique. Et même des pays qui étaient démocratiques, ça se dégrade. Il y a l'Inde, il y a Israël, la Hongrie. Enfin, tu vois, c'est pas aussi démocratique qu'avant. Je veux pas dire que ce sont des régimes horribles, mais c'est des régimes moins démocratiques. On comprend bien. Donc la démocratie recule depuis le milieu des années 2000. Et puis, très clairement. Et quand même a repris un petit regain de vigueur avec la Pologne, quand même, voilà. Oui, il y a ça, puis l'Europe réagit. Même si je ne veux pas faire de jugement de valeur. Oui, mais je reviens parce que ça m'intéresse énormément à ce sujet de l'immigration. Ça me permet d'ailleurs de dire un truc. On est là quand même sur un sujet intéressant, important en France. Est-ce qu'il faut, oui ou non, régulariser les gars qui bossent depuis 10 ans, 15 ans Combien sont-ils? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils sont vraiment indispensables à la machine économique? On n'en sait rien. Ah si, il y en a qui savent. Il y en a qui pourraient nous dire 2-3 trucs. C'est les patrons. Ils sont tétanisés par le sujet. Ce qui peut-être te donne raison d'ailleurs. Mais bien sûr. Tétanisés. T'as pas le droit de leur poser la question sur est-ce que vous êtes oui ou non pour la régularisation. Putain, les gars qui sont sur les chantiers, oui ou non, est-ce qu'il faut les régulariser? Les gars sont tétanisés. C'est le problème que ça n'a pas été traité. Ça aurait dû être traité démocratiquement. Comme ça l'est. Le Japon est un pays démocratique. Mais pour que ce soit traité démocratiquement, il faut que les gens aient le courage de s'exprimer. Mais l'idéologie, disons, on va dire égalitariste, mondialiste, mondial, a interdit ce débat. Puisque en France, si on prend l'exemple de la France, dès que tu critiquais l'immigration, tu étais associé à l'extrême droite, qui était un facteur d'excommunication. Il faut bien le dire. Oui, tout à fait. Et on a encore même aujourd'hui ce discours de la part de la gauche. Donc, on n'a pas traité le sujet de l'immigration. On n'a pas pu traiter... moi, je pense que le pouvoir culturel est au moins aussi important que le pouvoir économique, si tu veux. C'est Gramsci qui avait raison. Et sur le plan culturel, on peut dire que la gauche occidentale, d'une manière générale, a interdit un débat là-dessus. Mais tu es d'accord que quand on s'interroge sur le marché du travail, le recul démographique aujourd'hui en Europe, même les reculs de productivité, la question de l'immigration est une question intéressante. Elle a quand même fondé les États-Unis d'Amérique, mon Dieu, l'immigration. Oui, mais enfin, le taux d'emploi est encore plus intéressant. Mais tout à fait, mais posons la question. Non, mais en France en particulier, je veux dire, on pourrait résoudre les problèmes de pénurie, etc., que tu mentionnais à l'instant, plus par une augmentation du taux d'emploi avant de penser à l'immigration. C'est pas ce que j'ai dit. Non, bien sûr. J'ai dit juste que c'est pas possible qu'on ne
qu'on ne pose pas le sujet en termes économiques. À chaque fois, ils disent économie stupide. Et si tu poses le problème en termes d'identité, mais t'en sors pas, t'as pas de débat possible. C'est du ressenti, l'identité. Alors, je suis inquiet. Je suis d'accord. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, je crois que les démocraties sont attaquées à l'intérieur du fait de leur impuissance. C'est notre responsabilité. Et elles sont attaquées de l'extérieur. Parce que les systèmes autoritaires ont des velléités impériales. Voilà, c'est ça la nouveauté. La Russie, c'est évident. L'Iran, c'est aussi le cas. Et d'ailleurs, s'il se manifeste autant aujourd'hui, c'est pas pour rien. La Turquie, ça me paraît assez évident. Et même la République populaire de Chine, qui n'a pas, alors là, c'est moins qu'on puisse dire, de tradition belliciste millénaire après millénaire, se manifeste de façon un petit peu plus voyante. D'ailleurs, c'est de façon assez inefficace. Enfin, bon, peu importe. Elle se manifeste. Et donc là, ça veut dire que les démocraties sont attaquées des deux bouts. Voilà. À l'intérieur et à l'extérieur. Et elle subit. Et l'Europe est encore plus perdante. Parce qu'au moins, les États-Unis conservent leur puissance. Je dirais même qu'ils l'ont accrue depuis 3 ans. Oui. En termes technologiques, en termes économiques, en termes militaires. Mais nous, on a perdu. On a perdu. Alors, effectivement, il y a une guerre civile virtuelle aux États-Unis qu'on n'a pas vraiment en Europe. Mais du point de vue de la puissance extérieure, ils sont là. Alors que nous, on est quand même fragilisés au niveau interne. Pas autant qu'aux États-Unis, mais au niveau externe, on en prend plein la figure. Oui. On a les cyberattaques de la Russie, la pression migratoire par le biais d'Erdogan, il faut quand même bien le dire, le terrorisme islamiste, il faut quand même bien le dire, qui frappe plus l'Europe que les États-Unis, évidemment. Donc on a la désinformation massive quand même sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on s'en prend plein la figure. Non, mais au-delà de ça, d'ailleurs, et Trump, les deux crises, à la limite, les deux récentes crises considérables qu'on vient de traverser, Covid, qu'on le veuille ou non, c'est l'Amérique qui nous en sort. Poutine, qu'on le veuille ou non, c'est l'Amérique qui arrête Poutine. Voilà. Alors par l'Ukraine interposée, mais c'est l'Amérique qui arrête Poutine. Voilà. Et l'année prochaine, si Trump revient, qui va subir le plus ? Ça va être nous, encore une fois, parce que tu vas avoir un nouveau retrait du multilatéralisme, tu vas avoir peut-être au moins une baisse, pour ne pas dire l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine, et tu vas avoir de nouvelles mesures protectionnistes. Donc qui va être la principale victime de ça ? Ça va pas être l'économie américaine. Je pense pas qu'en relatif, ça soit beaucoup plus le reste du monde, ça va être l'Europe. D'ailleurs, Trump s'attaque surtout aux faibles, d'une manière générale. Il comprend rien, l'Europe, l'organisation européenne, il comprend rien, ça l'intéresse pas. On apparaît ce qu'on est. Franchement, ouais. Quel numéro de téléphone ? Ça date de Kissinger, mais je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Voilà. Bien sûr. Ça n'a jamais été aussi vrai. On est beaucoup plus. Voilà, et c'est difficilement compréhensible. Parce que c'est une accumulation de normes bureaucratiques qui se met en place. Et en fin de compte, au niveau mondial, indépendamment de ce qui se passe à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza, ce qui va être fondamental, c'est la durée de l'intervention de Tsahal, l'ampleur des destructions, évidemment, humaines et matérielles, la situation des otages, et puis l'état de la crise humanitaire au sud. Voilà. Alors, je rajouterais, moi, ce qui est pour moi un élément encore plus fondamental, c'est la réaction des États arabes autour. Ils parlent haut, ils ne font rien. Absolument rien. Les Palestiniens sont seuls. Bien sûr. Absolument seuls. Ça, oui. S'ils restent seuls, tout à masse qu'ils sont, ça ira pas très loin. Tu n'empêches pas, l'opinion publique du monde arabo-musulman de réagir de façon beaucoup plus véhémente que les gouvernements eux-mêmes. Ouais, on verra combien de temps. Et tu n'empêches pas les gouvernements de certains pays d'utiliser cela à des fins géopolitiques. Ouais. L'Iran, ça me paraît évident. Ouais. Sauf que là, oui, mais avec un impact limité. Avec un impact limité, s'il n'y a que l'Iran. Attention quand même. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la production mondiale qui y passe quand même. Donc, il faut faire attention. Et si c'est l'Arabie Saoudite, parce que là, pour l'instant, hélas, le coup du Hamas a réussi pour l'instant. Le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, pour l'instant, c'est cuit. Ouais. Voilà. Et donc, il y a aussi des autorités, il faut bien le dire, des États qui utilisent ces événements pour leurs ambitions stratégiques. Donc, c'est ça. Et derrière ça, il y a quand même le risque de compartimentation du monde. Alors voilà, je voulais qu'on en vienne là-dessus. C'est la confirmation du retour des frontières et des États. Oui, alors parce qu'il y avait quand même un espoir d'ailleurs, le fait que Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite, des autres pays du Golfe, du Maroc, etc. Tout ça, maintenant, tout ça est tombé comme un château de cartes. Et cette année, en 2020... c'était un château de cartes, Jean-Pierre. On va voir. Mais non, mais ce que je veux dire... Non, mais juste un mot là-dessus, c'est exactement comme finalement ce qui s'est passé en Afghanistan, mais il y a 60-70 ans, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux décider tout ce que tu veux entre rois et princes et présidents élus. Les peuples n'avancent pas au même rythme que toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais cette année, il y avait quand même eu des évolutions. Il y avait eu quand même
l'intermédiation de la Chine pour la première fois dans la région, pour le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au mois de mars dernier. Et puis, il y avait eu l'adhésion de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'Égypte et les Émirats, dans les BRICS. Donc, il y a eu un début de... Le Sud global. Le Sud global, voilà. Et là, l'émergence du Sud global. Tu peux même y mettre un peu d'Inde, parce que si tu regardes les réactions de Narendra Modi, elles sont quand même, un petit peu négatives à l'égard d'Israël. C'est pas très clair. Hein, des experts géopolitiques qui viennent ici me disent c'est de la... Alors, mais c'est intéressant, parce que c'était peut-être, avant ce qui est en train de se passer effectivement au Proche-Orient, de la foutaise finalement, ce Sud global. C'était une sorte d'union de circonstances sous haute autorité chinoise, et fallait pas plus s'inquiéter de ça. Effectivement, là, il y a peut-être l'émergence de quelque chose qui pourrait les rapprocher. Il faut bien dire ce que c'est que la compartimentation. C'est pas la démondialisation. C'est la création de plusieurs mondes, en termes juridiques, en termes commerciaux, en termes technologiques et en termes monétaires. Système de paiement. Ça veut dire c'est l'ancien monde d'avant la chute du mur de Berlin, parce qu'il y avait 3 mondes. Il y avait le monde soviétique, en gros, et ses satellites, le monde occidental, l'Union européenne, les États-Unis, enfin l'OTAN, etc. Et puis il y avait le monde dit des non-alignés, qui était plus ou moins proche de l'Union soviétique ou de l'Occident. Ça dépendait un petit peu des circonstances. Voilà, c'était un monde complètement compartimenté. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure des événements, le monde progressivement, alors ça c'est vrai, je suis d'accord, pour l'instant on n'a pas de signaux très tangibles, voilà. Mais il y a quand même des avertissements qui nous sont adressés par les événements. Ce qui nous amène par là où on avait commencé, c'est parfait. Ça veut dire qu'il faut absolument, nous, qu'on reste cohérents dans notre ensemble européen. Il a beau être de briques et de brocs. C'est peut-être un salaud, mais c'est notre salaud, disaient les Américains à la grande époque du siècle dernier. Ouais. On ne peut pas faire autrement que faire ensemble. De toute façon, nous, sans... Ouais, mais plus que jamais. Plus que jamais. Alors, on réagit un peu, on se débarrasse de Merkel et tout ça, progressivement, du marché unique et tout ça. Mais c'est lent. Des velléités de réindustrialisation. Il y a quand même eu, durant Covid, les premières émissions de dette commune, le plan Next Generation. Bon, la crise gazière, 1 an après, enfin 15 mois après, disons qu'on l'a pas mal géré. Voilà, il y a quand même... On arrive à trouver un accord sur le marché de l'énergie alors qu'on pensait que c'était impossible. Absolument. Bah voilà. On a des beaux challenges. Vive l'Europe. Vive l'Europe. Tiens, il l'a dit, vive l'Europe. Allez, merci à vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine.